And 5, 4, 3, 2. Et bonjour. Bonjour à tous. Alors, on est encore très peu pour le moment, donc on va attendre quelques minutes avant de commencer. Sandra qui est arrivée, fidèle. Bon, on va se laisser encore 2-3 minutes pour laisser le temps aux retardataires d'arriver, parce qu'on n'est pas encore au quart de nos inscrits. Déjà, pour ceux qui sont là, je veux bien que vous me confirmiez que vous me voyez, vous m'entendez et vous voyez la présentation, s'il vous plaît, dans le chat, à droite. Vous avez un petit chat sur votre droite pour qu'on puisse communiquer avec vous. Ah, merci. Donc déjà, la première étape est passée avec brio. Bon, bah écoutez, on va commencer et puis les autres pourront se joindre au fur et à mesure. Donc bonjour, bienvenue, merci de prendre le temps de venir nous écouter. On espère que vous apprendrez quelque chose et que vous aurez une meilleure idée de où vous vous situez dans votre personnalisation et que vous aurez une meilleure idée en fait de là où vous devez aller. Donc, le titre aujourd'hui de la présentation du webinaire, c'est la personnalisation comme pilier de satisfaction et de conversion client. La présentation est donnée par moi-même, Samuel, et oh pardon, je suis parti dans le mauvais sens. Et Jean-Baptiste, mon collègue, qui interviendra ponctuellement au fur et à mesure de la présentation. On vous invite fortement à poser vos questions au fur et à mesure et on s'arrêtera régulièrement, 3-4 fois dans la présentation
pour rendre ça un peu plus dynamique. De la même façon, on vous posera des questions, donc vous pourrez interagir directement. Il y a un onglet de sondage à droite. Aujourd'hui, on va parler donc de personnalisation. On va se mettre d'accord sur une définition de ce qu'est la personnalisation. Ce sera évidemment axé sur les marketing digital principalement. Donc, on va se fixer une définition de qu'est-ce que c'est. On va regarder pourquoi personnaliser. Donc, pourquoi c'est important, pourquoi faire les efforts, car ça requiert des efforts. Après, on va voir comment personnaliser, principalement via Dialogue Insight. On est quand même ici en tant qu'expert Dialogue Insight, donc on montrera comment ça se passe de notre côté, mais ça s'applique plus largement à peu près tout le monde. On verra ensuite quels sont les enjeux de la personnalisation, car si c'était facile, eh bien tout le monde serait déjà à un niveau dément, et c'est pas toujours le cas, donc il y a quand même une complexité. On verra quels sont les bloquants, les irritants et les frustrations qui viennent avec la personnalisation. Et si on a le temps, on regardera une série de chiffres en fait qui permettent de corroborer ce qu'on va dire au fur et à mesure de la présentation. Donc la personnalisation, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un peu le contraire de ce qu'on faisait avant. Bon, c'est-à-dire que dans le marketing traditionnel, c'était de la communication de masse. C'est-à-dire que moi, en tant que société ou entreprise, j'ai un message à faire passer et je l'envoie au plus grand auditoire. Donc c'est encore le cas aujourd'hui quand on regarde les panneaux publicitaires extérieurs. Le print est principalement toujours sur ce modèle, hein. Même si on est végétarien, on recevra quand même un flyer de Carrefour avec une grosse section viande, donc il n'y a pas cette notion de personnalisation de la communication. L'emailing de masse existe toujours, malheureusement. Et bon, malheureusement, ça a quand même ses résultats, mais bon, c'est pas ce vers quoi on tend. Et donc la personnalisation, en fait, c'est l'inverse de ça. C'est travailler avec l'information qu'on a collectée sur une personne et en fait adapter le message à chaque individu. Donc on s'adressera pas de la même manière à un client et à un prospect. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire adapter votre service, votre offre, tout le parcours client euh, à un individu. Donc vraiment, on va se baser sur ce qu'il fait, ce qu'on est capable de connaître d'un individu à un moment donné. Le but ultime, c'est toujours d'envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment et sur le bon canal. Et donc à travers cette notion qu'on reverra plusieurs fois au fil de la présentation, en fait, on va offrir une expérience au client. Donc c'est vraiment comme ça qu'on va se démarquer. La personnalisation, en fait, permet justement d'offrir une expérience un peu plus unique, si on veut, à chaque individu. Donc petit graphique ici pour illustrer le propos vite fait, mais on va y revenir sur la diapo suivante. Et donc c'est les différents niveaux de personnalisation et donc ce vers quoi on tend aujourd'hui, c'est l'hyper-personnalisation et c'est ce à quoi sert une plateforme comme Dialogue Insight. C'est vraiment d'arriver à établir un dialogue de one-to-one et donc d'avoir une expérience ou une communication qui soit 100% personnalisée. Donc ici, on a mis par niveau différents types de personnalisation, hein. C'est vraiment, c'est complètement subjectif, hein. C'est nous qui avons décidé que ce serait comme ça, mais c'est vraiment pour illustrer les différentes étapes. Ça vous permet de voir où vous vous situez et aussi ce vers quoi vous devez tendre en tant qu'expert. Donc le niveau qu'on appelle 0 ici, donc c'est pas zéro personnalisation, mais c'est juste une façon de dire que c'est la base de la personnalisation, hein. C'est donc on va commencer à récolter de la donnée, une donnée qu'on peut appeler brute, et en fait on va utiliser cette donnée telle quelle. Donc il y a plus ou moins de travail sur la donnée, on la prend et on la recrache si on veut telle quelle. Donc exemple bonjour prénom, parce que j'ai réussi à collecter le prénom de la personne. Ça peut s'appliquer aussi à des transactions. Je peux envoyer un message, merci, vous avez fait un achat d'un montant de 34 euros, parce que je sais qu'il a acheté pour 34 euros. Donc le niveau suivant, et quand j'en dis suivant, ça ne veut pas dire qu'on arrête de faire le niveau précédent, mais vraiment on va accumuler tous ces niveaux. C'est vraiment des étapes, mais ça s'accumule. Donc le but c'est de faire tout en même temps. Donc après on va parler de segmentation, hein, c'est-à-dire qu'on va commencer à regarder certains critères, certaines notions qu'on a réussi à acquérir
sur les différentes personnes avec qui on doit communiquer. Donc ça peut passer par une série de critères qu'on va définir et on va idéalement travailler aussi avec des personas, donc ce qui nous évitera de toujours retravailler avec les mêmes critères. On peut les mettre déjà en forme et réutiliser cette notion de persona au fur et à mesure de nos travaux de personnalisation. Donc on va se baser sur, encore une fois, de la donnée brute d'un côté, mais aussi on va essayer de capter du comportemental, donc transactionnel, navigation sur le site, interaction sur les médias sociaux, tout et n'importe quoi, visite en magasin. Donc on va se servir de ça pour segmenter notre communication. Et donc à ce stade-ci, on va parler on envoie une communication en fait par segment. Donc on définit, ok, c'est ce type de personne-là, je veux lui envoyer une communication. Donc, chacun reçoit, pas chacun, mais chaque segment reçoit une communication différente. Le niveau supérieur, c'est donc, après avoir segmenté, je vais en plus commencer à conditionner ou à personnaliser le contenu du message. Donc ça peut être basé encore une fois sur les données qu'on a captées sur le client ou sur une connaissance qu'on a pu acquérir via nos outils de captation de données. Donc à ce moment-là, on va parler d'envoyer, c'est la même communication qui part pour un segment, mais par contre le résultat va être différent. C'est-à-dire que si je fais un homme ou une femme, je recevrai peut-être pas le même visuel puisque j'aurais pas nécessairement les mêmes intérêts si on parle de vêtements. Donc une communication est envoyée à un segment, mais cette fois-ci, c'est pas tout le monde qui voit le même contenu. Là, on va vraiment voir un contenu de message personnalisé, en tout cas en partie. Niveau 3, idéalement, on va commencer à automatiser tout ça, parce que c'est vrai que c'est chronophage pour les équipes marketing, toujours de refaire et de repartir, pas de zéro, mais presque. Et donc, beaucoup de travail manuel, on va essayer de délester les équipes pour qu'elles puissent penser plus stratégie. Donc, on va commencer à optimiser le travail via l'automatisation. Donc, c'est un gros travail en amont, l'automatisation, parce qu'on va réfléchir au parcours client, quels sont les différents axes tangentes qu'il va prendre au fur et à mesure de ses actions. Mais au fur et à mesure, ça va optimiser votre travail. On va commencer à analyser aussi les résultats de ce qu'on a pu observer dans nos campagnes précédentes et on va pouvoir adapter le type de canal qu'on va utiliser pour envoyer à différentes personnes. Les moments aussi, on voit qu'on a souvent des tendances avec nos clients, ils ont des heures particulières où ça interagit mieux. On va se servir de ça. La pression commerciale est une notion sur laquelle on va revenir plusieurs fois, parce qu'au niveau, c'est une forme de personnalisation qui est particulièrement importante, puisqu'elle permet d'être en phase en fait avec ce que le client a envie de recevoir. Et donc ensuite, quand on a réussi tout ça, eh ben on passe, c'est le futur en fait, ce niveau-là, ça va être le futur qui est déjà en train de se dessiner, hein. C'est vraiment ce vers quoi tend l'industrie et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendent. Donc ça va être principalement via des algorithmes ou de l'intelligence artificielle si on veut du machine learning. Donc, on le fait déjà chez Dialogue Insight. Si vous avez des use cases que vous savez pas trop comment mettre en place et que vous êtes déjà client chez nous ou que vous souhaitez devenir client chez nous, on a des équipes qui sont capables de rédiger les algorithmes qui feront ce dont vous avez besoin au niveau de propositions de contenu et tout. Donc, on a aussi introduit récemment la génération d'objets de messages via l'intelligence artificielle et ce vers quoi on tend, bah, c'est un contenu qui sera lui aussi géré par l'intelligence artificielle, en tout cas qui pourra vous proposer des solutions et éventuellement décider lui-même qu'est-ce qui va être pertinent pour un client. Et donc ça peut être des produits, des articles, peu importe. Je pense que Mmh. ouais, vas-y. Ouais, pour rebondir sur ce que tu disais, Samuel, on a souvent, nous par expérience, comment dire? Une perception, qui peut parfois être erronée des équipes opérationnelles, de la mise en place d'une personnalisation. Ce qui va être important, on voit qu'on a, tout un tas de niveaux de personnalisation qui peut être mis en place. Donc, tout un tas de données qui peut être récupérées à certains endroits, selon les différents points de contact que vous avez avec vos clients. Il va être très important aussi, étant donné que la donnée est le nerf de la guerre, de solliciter aussi vos équipes techniques, dans la mise en place de ces personnalisations-là, parce que, bah, c'est eux qui vont pouvoir aussi vous aider, et bien évidemment avec nos équipes aussi, sur la mise en place de schémas de données cohérents, qui vous permettront par la suite, graduellement, d'augmenter vos niveaux de personnalisation. En complément de cette présentation des niveaux de personnalisation, on a un petit sondage,
que je vais vous partager dans le chat, sur votre droite, afin de savoir en fait, à quel niveau de personnalisation vous vous situez aujourd'hui. Quelle est votre perception, de ce que vous faites actuellement, par le biais de vos communications auprès de vos clients? Normalement, vous devez avoir, accès au sondage dorénavant sur votre droite. Donc, voilà, c'est juste, une petite prise de température, on va dire, sur, la façon dont vous gérez les communications avec vos clients et et logiquement ce qui peut être mis en place par la suite pour améliorer ça au fur et à mesure. Je vois qu'on a quand même du niveau 3, on a des niveaux, Un peu de tout, quoi. plus, ouais, un peu de tout, c'est exactement ça, c'est que, c'est toujours, on a différents niveaux de perso qui sont mis en place. Mais ça, encore une fois, c'est des sujets, qui peuvent être discutés, avec nos équipes, voilà, sur l'expression de vos besoins, heu, tout simplement. Donc j'ai eu 3 réponses. Oui, j'ai du niveau 0, du niveau 1, du niveau 3, donc j'ai un peu de tout. Mais c'est toujours intéressant d'avoir ces infos-là, histoire de voir, ce qu'il est fait aussi, au quotidien par vos équipes. Très bien. Merci pour vos réponses et ton intervention, JB. Donc aujourd'hui, on peut se poser la question pourquoi personnaliser? Eh ben, c'est un choix un peu qui s'impose à nous aujourd'hui. Aujourd'hui, les clients, ils ont un choix absolument immense, bah, surtout quand on parle de e-commerce, mais c'est vrai un peu pour tout, hein. Maintenant, on peut acheter aux quatre coins du monde, on peut, en quelques clics, c'est réglé, c'est 24 heures sur 24, hein. Je peux être en pyjama dans mon canapé vendredi soir à 23h30 et je suis capable de m'acheter ou de me procurer à peu près n'importe quel service facilement. Donc, on peut plus simplement se baser sur une proximité physique comme on pouvait avoir avant d'un magasin, notre sélection, la qualité de nos produits, tout ça. En fait, c'est plus suffisant en soi pour attirer le client ou en tout cas pour s'assurer d'une d'une fidélité du client. Donc, faut vraiment la marque. Donc, faut offrir, et j'en parle souvent, faut offrir une expérience. C'est-à-dire que, comme j'ai mentionné, avant on avait des magasins. Donc, systématiquement, on allait au magasin, on avait systématiquement à minima une interaction avec la caissière, sinon avec un conseiller, un expert. Donc il y avait vraiment une relation de one to one, d'humain qui faisait partie du processus. Et après, si on avait besoin de commander, eh ben, le suivi de téléphone, le suivi de commande était au téléphone. Et donc la technologie aujourd'hui, elle doit s'assurer de prendre le relais, en fait, de simuler cette expérience individualisée, en tout cas humaine, entre guillemets. Et donc c'est vraiment à travers une expérience, si on veut mémorable, mais en tout cas qui va apporter une satisfaction, du client que vous allez vous démarquer. Donc c'est en lui offrant, les bonnes recommandations, les bons contenus, les bonnes offres, vraiment, toujours cette notion d'expérience sur mesure, lui parler sur les canaux qui lui conviennent, hein, qu'il aura exprimé, ou en tout cas avec lesquels il aura interagi davantage, qui nous permettront de mieux le connaître. Donc c'est vraiment de profiter de tous les points de contact qu'on a avec un client, hein, quel qu'il soit, et de prendre des actions là-dessus. Évidemment, ça nécessite un bon travail d'analyse et on n'est pas obligé de toujours tout faire en même temps. Donc c'est vraiment au fil de l'eau qu'on va améliorer ses différents parcours clients et qu'on pourra bénéficier de toute cette donnée que l'on capte au fur et à mesure. Donc, bah, pourquoi je vous dis ça? Il y a un vrai bénéfice, derrière, hein. McKinsey a fait une étude, récente où ils essayaient de mettre une valeur chiffrée, sur, la valeur ajoutée de la personnalisation dans les communications et ils sont arrivés avec un estimé sur les prochaines années qui était autour d'une valeur commerciale ajoutée de 1 700 à 3 000 milliards de dollars américains. Donc voilà, ce serait quand même pertinent d'aller en chercher une partie, quelle que soit votre société ou votre entreprise, mais il y a vraiment un truc à faire avec la perso, ça devient un impératif, aujourd'hui. Donc les différentes choses qu'apporte la personnalisation et on pourra le corroborer avec, des chiffres, plus tard. Mais c'est vraiment, une amélioration de l'expérience client comme je disais, hein. C'est le but, c'est vraiment de le rencontrer, selon ses bah,
sur son parcours, on va le rencontrer, à un moment qui lui convient. C'est selon ses attentes. C'est vrai qu'on a toujours tendance à se positionner, nous, en tant que société, on a des besoins commerciaux, des chiffres, des objectifs, tout ça et on va essayer de plutôt approcher ça en se disant: «Bon, j'ai besoin de faire tel chiffre d'affaires, donc qu'est-ce que je peux faire pour augmenter?» et en fait, on a tendance à se positionner de notre point de vue et de shooter sur nos clients, nos prospects, en conséquence de nos objectifs. Mais il faut vraiment essayer de se mettre plutôt dans sa peau et se positionner vraiment de manière à faciliter sa décision d'achat. Donc c'est vraiment d'être le plus doux, smooth possible, dans son parcours et juste de le faire basculer entre, une mise en panier ou aller chez le compétiteur. C'est vraiment juste de le faire basculer, donc nos communications doivent être, le plus, personnalisées ou adaptées possible pour faciliter, cette décision d'achat ou cette conversion selon votre type, d'entreprise. Donc ça permet aussi d'augmenter l'engagement et inévitablement la réputation, de l'entreprise. J'avais lu dans un article, hein, c'était dit, très clairement: «Les entreprises qui personnalisent leur marketing constatent aujourd'hui que les clients, les recommandent davantage et renouvellent leurs achats». Donc la perso, elle porte vraiment ses fruits aujourd'hui, c'est chiffré, comme je disais, on a quelques chiffres plus tard pour corroborer ça. Donc c'est une vraie force et on va en parler plusieurs fois, mais il y a toujours cette notion en créant une expérience positive, on va essayer de se créer des ambassadeurs de la marque. On sait qu'aujourd'hui dans la société, avec les médias sociaux, il y a une vraie utilisation, en tout cas les gens partagent leurs expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises et on a tendance à en parler et c'est vraiment un avantage, pour une marque d'avoir des clients qui sont, satisfaits puisqu'ils vont en parler et donc ça créera des nouveaux prospects, contacts, clients, mais aussi ça va faire, des achats récurrents. Donc c'est vraiment une manière de se positionner que de personnaliser sa communication. Ça permet évidemment de fidéliser, comme je l'ai dit, donc les achats vont être, de plus en plus récurrents, plus l'expérience est agréable ou sans aucun pain point, sans friction, ça passe tout seul, je me sens écouté, je me sens apprécié. Donc ça va vraiment, permettre, les achats récurrents d'un client. Donc ça démontre que l'entreprise, est vraiment là pour fournir, ce que le client, souhaite et non pas ce que nous souhaitons, même si ça se si ça se recoupe éventuellement. Donc c'est de prouver qu'on est réactif et qu'on entend les besoins du client. Donc ça, c'est l'avantage de la création par exemple, des parcours clients avec nos marketing automation. Donc on peut vraiment anticiper, c'est quoi les use cases, les plus communs et à quel moment est-ce que c'est le plus optimal de venir, parler à un client justement pour répondre à ses besoins. Et toujours cette notion de pression commerciale, donc on va aussi essayer de réduire la quantité d'informations, qu'on leur envoie. Donc c'est comme je disais, c'est un peu l'opposé de l'emailing de masse, hein. On va vraiment essayer de se positionner pour envoyer le bon message au bon moment, toujours sur le bon canal, pour que vraiment que ce soit agréable pour le client et pas créer des frustrations en fait ou des pain points comme je disais. Donc inévitablement, en faisant toutes ces choses, on augmente les conversions, on augmente les revenus. Et encore une petite, citation que j'avais chopée: les clients éprouvent un sentiment authentique et agréable lorsqu'ils reçoivent quelque chose qui n'est pas générique ou banal. Donc c'est vraiment cette notion de répondre à un besoin et les gens ont toujours, cette crainte de perdre leur contact, leurs clients et si on reste pertinent, ce sera toujours, apprécié, de la part du client. En plus de ces points-là, Samuel, il y a aussi un autre point sur lequel on peut revenir et de toute façon on y reviendra plus tard aussi. Dans la gestion du cycle de vie de votre client, au-delà de l'acquisition et de la fidélisation et de la rétention, on a aussi la réactivation. C'est un sujet qui est trop souvent, sous-estimé par les équipes, opérationnelles et marketing. Hem, D'intégrer évidemment des scénarios de réactivation de vos contacts, dans un premier temps donc solliciter à nouveau, par le biais de processus automatisés des clients qui n'interagissent plus avec votre marque, donc qui sont en perte de vitesse et surtout, d'intégrer de la personnalisation à ces, use cases-là, parce que encore une fois, comme Samuel vous l'a expliqué sur ce slide-là, l'important ça va être
de donner une expérience unique, on va dire, à votre contact et évidemment d'étendre le cycle de vie du client. Et donc sur la réactivation, c'est tout aussi important d'utiliser cette personnalisation-là. Merci Chibé. Comme j'avais dit au début, en tout cas, pour ceux qui n'étaient pas là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat au fur et à mesure. Donc maintenant, la question, c'est comment personnaliser efficacement. C'est pas, il n'y a pas de magie derrière ça, hein. Ça prend en fait les bonnes ressources pour le faire. C'est vraiment, il y a un effort à faire. Ça prend les bonnes ressources humaines et aussi les bonnes ressources technologiques. Deux choses évidemment que Dialog Insight possède. Donc la première étape, on l'a dit, hein, pour générer une communication personnalisée, eh bien, ça prend une connaissance du client. Parce que sans données, je ne peux absolument rien faire. Si je ne sais pas à qui je parle, je ne peux rien faire. Donc, c'est là qu'intervient la CDP. La CDP, c'est un outil, donc ça s'appelle une Customer Data Platform. C'est ce qu'est Dialog Insight aujourd'hui. Ça permet de collecter la donnée d'une multitude de points d'entrée, hein, que ce soit des captations de données directement faites par Dialog Insight et ses outils, ou que ce soit des données que vous possédez en amont et que vous allez injecter dans la plateforme. Le but, c'est vraiment de pouvoir créer un profil unifié, mais surtout un profil adressable. Donc on a une notion de RCU dans le graphique que j'éclaircis pour ceux qui ne seraient pas familiers. Donc c'est le référentiel client unique, c'est-à-dire un ID, ID, une identité unique. Donc cette ID, il peut être créé par la plateforme. Donc on a des outils aujourd'hui pour reconnaître un client, peu importe par quel canal il est passé et quelle quantité d'informations il a donné. Et après, on va lui attribuer un ID unique à un niveau supérieur qui nous permettra de l'adresser et surtout de consolider la donnée et aussi de prioriser la qualité d'une donnée. Parce qu'on sait que quelqu'un qui fait une transaction aura tendance à mettre la bonne adresse parce que pas le choix s'il veut recevoir son colis. Alors que quand il passe par un concours, pas nécessairement, il va peut-être mettre n'importe quoi juste parce qu'il se sent obligé de remplir toutes les cases. Donc il y a des notions aussi de priorisation de la donnée qui peuvent être gérées par la plateforme. Évidemment, un des défis de la donnée, c'est les fréquences de synchronisation. Ça va prendre des synchronisations idéalement bilatérales selon la complexité de votre écosystème SI. Donc, gardez ça en tête. La centralisation de la donnée, on l'a dit, ça prend un modèle flexible. Dialog Insight, c'est probablement sa principale force. C'est la flexibilité du modèle de données. Donc, non seulement c'est avec une multitude de tables relationnelles, mais aussi des tables relationnelles qui restent flexibles dans leur nombre, mais dans la structure, dans les liens et dans la quantité d'informations qu'on peut y mettre. Donc tout ça, à terme, ça permet de communiquer de manière cohérente avec vos clients et à travers une multitude de canaux, puisque c'est aussi une force des CDP, en tout cas la nôtre. Pas toutes les CDP ont les capacités de shooter, mais on fait du multicanal aujourd'hui. Donc on va voir sur la slide suivante les différents canaux, mais c'est important d'avoir une cohérence en fait sur les différents outils de communication qu'on va utiliser. Et donc, l'intérêt d'avoir une donnée unifiée, c'est de pouvoir travailler la data, et donc une analyse rigoureuse de votre data, et permettra en fait de bien connaître les habitudes de consommation comportementale de vos clients, les modes de contact à privilégier, on en a parlé, via le multicanal, et donc une personne pourra choisir moi je préfère les SMS, ou je veux exclusivement des SMS, tout ça est gérable dans l'outil. On a des outils de pression commerciale qui aident à ça, on a des gestionnaires des formulaires de gestion des préférences qui peuvent vous permettre de sonder directement ce que préfèrent vos clients. On a des outils de sondage, donc il y a un peu de tout pour capter et surtout donner une parole à vos clients, qu'ils puissent s'exprimer et vous puissiez ajuster en conséquence vos communications. Donc, même si c'est une question de fréquence d'envoi, hein, je peux avoir des clients qui sont enclins à recevoir mes communications, mais pas plus d'une fois par mois, par exemple. Ouais, donc, si j'ai l'habitude d'envoyer une newsletter hebdo, eh ben, c'est vrai qu'il y a un travail à faire au niveau des équipes marketing. Je dois prévoir que j'ai certaines personnes qui vont être dans mes groupes d'envoi pour la newsletter hebdo, donc cibler différemment ceux qui ont choisi
une fréquence un peu plus basse. Et donc, j'ai quand même un travail de contenu à prévoir. Donc, il y a vraiment une stratégie à établir à ce niveau-là. En offrant les préférences, il faut s'assurer d'avoir la capacité derrière de répondre aux attentes des clients. Pour donner un simple exemple sur cette partie-là, lorsque vous collectez en fait des différents points de contact de la donnée sur vos clients, on peut mettre ça simplement en place, par exemple par le biais de scénarios automatisés sur, par exemple, un welcome pack. Euh, Dans le prêt-à-porter, par exemple, vous allez avoir des clients qui vont être plus appétents à l'achat dans des boutiques physiques, des clients qui vont plus avoir un profil digital. Ça peut passer, par exemple, par la mise en place d'un welcome pack ou dans le cas d'un client physique, vous allez pouvoir présenter des services qui sont spécifiques à vos points de vente physiques. Et dans le cas d'un client avec une typologie un peu plus digitale, pouvoir présenter par exemple des services spécifiques à votre sphère digitale. Donc, dans le cas du digital, par exemple, dans le prêt-à-porter, ça peut être une cabine d'essayage 3D sur le site internet, ou dans le cas d'un point de vente physique, ça va pouvoir être par exemple un service de retouche d'habits. Lorsque le client achète, il a la capacité à faire retoucher ses habits dans vos magasins. Donc on peut aussi, par le biais des différentes typologies de clients, adapter, avoir un même use case et l'adapter en fonction de la typologie du client, et de personnaliser ça, dans un même funnel. Tout à fait, merci. Donc, cette diapo, en fait, elle sert un peu à illustrer ce qu'on a décrit juste avant, c'est-à-dire qu'on voit comment fonctionne la CDP. Donc, on a une panoplie d'outils, en fait, de plugins ou de façons de s'intégrer avec toute la liste et plus encore, qu'on voit à gauche, la liste des outils. Donc, c'est toutes les façons dont on va pouvoir injecter donc, la donnée dans cette fameuse structure de CDP. Donc, ça va nous permettre, nous, de notre côté, une fois qu'on a collecté l'information, eh bien, d'une part, de l'unifier, de l'enrichir de manière cyclique, en tout cas quotidienne idéalement, ou même plus. On va pouvoir finalement exploiter cette donnée. On va apprendre à connaître nos clients, qui va nous permettre d'orchestrer nos campagnes. Donc là, on commence à travailler nos segments, nos ciblages, nos personnages. Et le but est donc de shooter, d'envoyer sur une série de canaux qui sont disponibles. Si Dialog Insight n'est pas capable d'adresser sur un canal qui vous intéresse, il y a toujours moyen de se synchroniser, de passer l'information à ces différents outils pour quand même garder une cohérence et une vue unifiée de ce qui se passe. Et évidemment, analyser. Donc, ici, ça a l'air linéaire, mais en fait, tout ça, c'est cyclique. Donc, je collecte en permanence de l'information, je travaille en permanence ma donnée, j'analyse mes résultats et j'apprends à améliorer mon offre basée sur ce que j'observe qui fonctionne plus ou moins bien. Donc, c'est vraiment le modèle relationnel aujourd'hui qui est la clé, ne serait-ce que pour l'historisation des transactions, des visites clients, tout ça. Donc, on a besoin de ce type de modèle aujourd'hui. La capacité de se connecter à une multitude de systèmes est absolument cruciale aujourd'hui. Et les clés du succès, en fait, pour, pour parvenir à personnaliser de manière adéquate, je le répète, c'est donc connaître son client, choisir les bons canaux, donc selon ce qu'on observe qui fonctionne le mieux, personnaliser son contenu, parce que les gens recherchent toujours cette fameuse expérience unique, si on veut, ou en tout cas presque. Rester toujours humain et empathique, comme je disais tout à l'heure, c'est bien d'avoir des objectifs business, mais mettez-vous dans les chaussures de vos clients et posez-vous la question, si j'envoie ça aujourd'hui, est-ce que c'est pertinent pour tout le monde? Est-ce que c'est pertinent pour une partie de ma base? Est-ce que c'est pertinent seulement pour certains de mes clients? Donc apprenez à regarder vos actions des 2 côtés du miroir. Testez, optimisez et recommencez pour améliorer. Donc on le sait, la donnée, c'est pas sexy. Donc c'est primordial aujourd'hui d'avoir des interfaces conviviales, hein, qui permettent à nos spécialistes du marketing de travailler cette donnée sans nécessairement avoir des connaissances techniques ultra poussées, même si la réalité est que plus on avance, plus les marketeurs sont à l'aise avec la technologie parce que pas le choix.
Donc pensez idéalement à diviser vos contenus. On a des outils qui permettent ça aujourd'hui, comme les blocs produits ou la gestion des contenus. Donc ça permet en fait de travailler, une fois et non pas 24 fois pour la même chose. Donc je vais créer en amont, les blocs produits normalement sont générés automatiquement avec votre librairie de produits, mais on a aussi un outil de gestion des contenus qui vous permettra de construire en amont des blocs entiers avec informations sur tout et n'importe quoi que vous pourrez réutiliser facilement dans vos communications. Donc pensez à commencer petit, qui vous permettra d'aller vers le plus grand de manière plus efficace. Donc toute une série aussi de d'outils pour le ciblage, pour les statistiques, tout ça, dont on a déjà parlé, comme les personas, les scoring, les pointages, les indicateurs RFM. Donc c'est vraiment de travailler toutes les données qu'on a chez DI dans idéalement des interfaces, comme on a montré, qui sont simples et faciles d'utilisation. Donc ça vous aidera à optimiser vos campagnes, et à atteindre, un niveau, supérieur de personnalisation, comme on a pu voir avant. Donc on a aussi des outils évidemment d'analyse qui permettent, de travailler le cycle dont je parlais tout à l'heure, où on analyse en permanence pour améliorer notre travail. Évidemment tester, donc on en a parlé, hein. Tester, c'est important. Ajuster, en permanence. Donc, DI permet, les tests, dans les communications, surtout les emails, sur à peu près tout et n'importe quoi. On n'est pas restreint au AB, on peut tester A, B, C, D, E, toutes les variantes qu'on veut et optimiser, en conséquence de ce qu'on observe. De la même manière, dans les marketing automation, il est également possible de tester différentes branches et d'en observer les résultats pour savoir ce qui est en fait le plus optimal. Donc, DI permet vraiment de faire des preuves de concept, en fait, avant d'implémenter des solutions permanentes. Et puis, du fait que tout est à peu près malléable, quand on le souhaite, eh bien, ça permet d'optimiser en permanence et de revenir pour améliorer au fur et à mesure. Donc, on en a parlé aussi, l'automation. Donc, ici, je présente un cas que peut-être Jean-Baptiste voudra décrire, celui-là ou un autre. C'est juste pour montrer en fait la puissance de l'outil, mais pas que. En fait, c'est plutôt pour démontrer ce que je disais. Réfléchissez en termes de parcours client. Donc les marketing automation aujourd'hui sont assez puissants, flexibles, et ça vous permet de réfléchir sur une période relativement longue. Et quand vous faites ça, en fait, vous vous délestez de vos envois de marketing réguliers, puisque vous savez que votre client il est en train de suivre son cycle, un cycle qui est optimal pour lui. Donc comme j'ai dit, ça nécessite un travail d'analyse en amont. Et donc faut bien y réfléchir. Vous pourrez évidemment tester. Mais bon, une fois que c'est fait, par contre, ça roule bien. Donc on continue à l'optimiser, mais ça déleste, ça décharge vraiment les équipes et vous vous assurez de rester pertinent. Donc les clés du succès pour arriver à créer, ce genre de market auto, c'est donc toujours de connaître ses clients, donc d'avoir la donnée, d'avoir travaillé la donnée et compris la donnée et pour pouvoir, créer ce genre de scénario. Pensez votre stratégie en amont. Définissez-vous des objectifs, parce que si vous n'avez pas de KPI ou d'objectifs, précis, en fait, vous allez créer un truc, mais vous saurez jamais est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Est-ce que c'est ce que je voulais? Est-ce que c'est ce que je voulais pas? Donc définissez, des objectifs en amont pour voir si vous êtes dans la bonne direction et pensez, parcours client, ça je l'ai dit, c'est toujours cette notion de cycle de vie du client, donc ça fait partie de son parcours et on peut le segmenter, créer des market auto, qui vont, ensemble gérer le cycle de vie entier, du client. Bon, on ne recommande pas de faire un cycle entier dans un seul market auto parce que ça va être long avant de savoir si ça fonctionne. Si ça prend 1 an à passer au travers du market auto et qu'on se rend compte après 1 an que c'était pas le bon truc, donc plutôt segmenter-les en petites parties et un market auto peut passer à un autre market auto, donc il y a pas de souci. Et toujours la notion de superviser vos actions et optimiser-les en permanence. Par rapport Donc à voilà. cet exemple, présente, un Samuel, heu, pour vous donner un peu d'informations. En fait, ça, c'est par exemple un scénario de suivi de commande. Donc, tous les nodes, les boutons violets que vous voyez dans le scénario sont des prises de décision.
Bien évidemment, en amont, on a eu la donnée de la part de notre client, hein. La donnée a été ajoutée dans son compte sur Dialog Insight. Donc on récupère les transactions, on récupère les statuts de transaction, on récupère, aussi tout un tas d'autres informations, transactionnelles, hein, le prix, les taxes et cetera. On va récupérer aussi les options parce qu'il y a plusieurs options qui peuvent être, achetées en plus du produit qui a été acheté ou du service qui a été acheté et au final, dans ce scénario-là, on se retrouve à avoir, peut-être une dizaine de funnels, possibles parce que dans un premier temps, on va regarder, parmi les 10 statuts de la commande. Dans chacun de ces statuts de commande, on va avoir 2 à 3 options, donc ça fait même plus que 10 possibilités. Mais, voilà, c'est une des étapes du cycle de vie qui peut être entièrement gérée par Dialog Insight. À partir du moment où on a la donnée et que l'on comprend bien le besoin, on peut mettre en place ce type de scénario où on va, gérer, de la prise de la commande jusqu'à la livraison de la commande, tout un tas d'options et de statuts de commande, assez simplement par le biais d'un outil, du marketing automatisé. Donc j'en ai parlé, autre outil, pertinent dans la plateforme, c'est et que même si la plateforme avec laquelle vous travaillez ne l'offre pas nativement, il faut vraiment que vous vous posiez la question à partir de quelle quantité de communication ou quel moment est-ce que je deviens plus un irritant pour le client qu'un facilitateur? Donc ça va être beaucoup basé sur l'analyse de la donnée, hein. Dialog Insight a des interfaces d'analyse de livraison qui vous permettront de voir, déjà la notion de perte de contact, hein, tous ceux qui se désabonnent. Donc vous verrez s'il y a des pics et vous pouvez ajuster en conséquence. De la même manière, on a des outils qui permettent de voir à quelle heure les gens ont ouvert. Donc vous verrez qu'est-ce qui est optimal en termes de journée ou de moment de la journée pour adapter votre discours. On a un outil intégré qui permet de définir aussi des règles avec des pondérations sur les communications et une volumétrie qu'on définit en amont qui permet de bloquer automatiquement pour ne pas submerger un client. Donc évidemment, vous avez des clients qui sont absolument friands de votre marque et avec eux, on pourra les bombarder et ils en seront heureux. Mais pensez toujours à ceux pour qui c'est le contraire. Si vous avez des clients, par exemple, qui n'achètent qu'une fois par année pour Noël, justement, on y arrive. Et ben peut-être que c'est intéressant d'avoir une persona pour ces personnes-là, de les adresser que dans la période de Noël, et ainsi toujours se positionner, comme je disais, comme un facilitateur et pour juste faire basculer cette décision d'achat au bon moment et quand même lui rappeler qu'on existe pour s'assurer d'une fidélité. Donc, faut vraiment adapter le discours à notre client. Donc, restez toujours à l'écoute de vos clients. Certains apprécieront de recevoir des SMS alors que d'autres pas du tout. Ça, ce sont des choix qu'il faut garder en tête. Euh, une bonne façon de gérer cette pression en cours, j'en ai parlé tout à l'heure. En fait, on a des formulaires de gestion des préférences, donc ça nécessite quand même un travail de préparer ça et de s'assurer qu'on est capable de le gérer derrière. Mais une fois que c'est fait, ça simplifie le travail et on s'assure comme ça de réduire le taux de perte de nos clients. Donc, pensez toujours en termes de market auto, donc de cycle de vie, de parcours client, et pensez à gérer vos inactifs, puisque votre délivrabilité en bénéficiera. Euh, très important d'épurer ces listes, en fait, de garder vos listes propres pour Mmh. vous assurer au moins que ceux qui sont engagés à votre marque reçoivent correctement vos communications. Mmh. Pour rebondir sur ce point-là, c'est vraiment très important. Si on peut, entre guillemets, «transposer», la loi de Pareto à vos communications, c'est du 80-20, donc 20 de vos clients, vont possiblement générer, 80 de votre chiffre d'affaires. Donc il est très important de garder votre, base de contact, de bonne qualité. Hein. Donc comme on a pu l'expliquer, pendant la présentation et lors de ce slide, garder une bonne hygiène de base, intégrer de la personnalisation et des scénarios de réactivation à la gestion du cycle de vie de votre client, parce que, il vaut mieux que envoyer trop. Donc, voilà. Il faut, surtout se focaliser là-dessus, réactiver les inactifs et surtout, entre guillemets, «dorloter» vos ambassadeurs de marque, vos très bons clients, afin
de maximiser les ROI de vos campagnes. Voilà, travailler la qualité et non pas la quantité. Exactement. Donc maintenant, la fameuse question, pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas rendu à un niveau total, absolu et parfait de personnalisation? Et ben, c'est parce qu'il y a des bloquants et ça prend quand même un investissement important de soi, de sa personne et des fois aussi financier. Donc on va voir la liste. Sachez que Dialogue Insight peut répondre à la majorité de ces bloquants, soit par la qualité de sa technologie ou la qualité de ses équipes, comme Jean-Baptiste. Voilà. Donc le premier point en fait qu'on peut s'imaginer, c'est justement cette absence d'un outil qui permette une vue centralisée, donc une vue 360 d'un client, de chacun des clients, une absence de connexion système. Donc ça peut être un vrai bloquant dans la mesure où c'est pas une décision qui est prise exclusivement par les équipes marketing, hein. Il faut inévitablement impliquer les TI aujourd'hui. À moins que vous ayez un système SI très simplifié, mais la plupart du temps, on va quand même vouloir parler aux équipes IT dès que ça se complexifie un peu et que les écosystèmes sont bidirectionnels et multiples. Donc ça prend vraiment une capacité à engager, à motiver les équipes ETI et marketing. Et Dialogue Insight, en fait, a cette double casquette et souvent on va jouer le rôle de facilitateur entre les deux équipes qui ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde. Évidemment, la qualité de la donnée, hein, on en a parlé via les fréquences de mise à jour ou les différentes sources d'acquisition qui sont pas toujours fiables. Donc on peut se retrouver avec des profils incomplets ou des données décalées qui font que les communications sont soit retardées ou soit déconnectées de la réalité des clients. Donc travailler cette notion de qualité, ça se fait en amont. Ça se fait aussi dans la plateforme. Comme j'ai dit, on a des outils pour priorité une qualité de données une fois qu'on a reconnu et identifié un contact. On peut prioriser différentes sources pour s'assurer d'avoir toujours la meilleure donnée sous la main. Donc une fois qu'on a une donnée de qualité, il faut encore être capable de la comprendre, de l'analyser et de l'interpréter et donc de savoir quoi faire avec. Donc c'est pas toujours évident non plus, donc ça prend du temps. C'est un métier en soi. Après l'avantage d'une interface simple, comme on a pu voir, c'est de permettre justement de faciliter cette prise en main et cette utilisation de la donnée. On n'a pas besoin de la comprendre finement, mais les critères dans les outils sont censés vous simplifier la vie avec des terminologies simplifiées qui vous permettent de l'utiliser facilement. Donc des fois, on n'a pas l'expertise en interne pour justement travailler cette donnée. Et donc nous, on a des équipes qui peuvent le faire pour vous si vous en avez besoin. J'en ai parlé plusieurs fois. Donc le défi de créer les contenus. Donc plus on va vouloir personnaliser, plus on va devoir créer du contenu qui est différent, quoi. Si j'envoie une newsletter de masse, je crée une infolettre avec mes visuels pour tout le monde et c'est fini. Après, dès que je veux mettre une condition sur homme, femme ou sur l'âge ou quoi que ce soit, ben là j'ai un deuxième créatif à prévoir, un troisième créatif à prévoir. Donc il y a un bon travail en amont à faire, mais bon, les ROI sont intéressants. C'est prouver que ça vaut le coup. Donc il faut prévoir en amont, quoi. Donc ça revient encore une fois à ce que disait Jean-Baptiste, hein, travailler plutôt en termes de qualité que de quantité. C'est sûr qu'il y aura un travail plus important sur une campagne complètement personnalisée. Par contre, vous aurez peut-être des meilleurs taux. Donc ça en vaudra le coup à terme. Donc il peut y avoir un coût, là on parle de moyens, ça peut être des moyens financiers, des moyens humains. Il y a pas, on n'a pas toujours sous la main des équipes assez costaudes pour encaisser le travail justement qui est requis, ou sinon pas nécessairement les budgets non plus, parce que c'est malheureusement pas gratuit les technologies qu'on doit utiliser, hein, que ce soit Dialog Insight ou les autres systèmes externes, il y a quand même un écosystème à créer et ça peut avoir un coût relativement important, tout dépendamment de la taille de votre équipe et de votre business. Donc, essayez de trouver un entre-deux. Si vous n'avez pas les équipes nécessaires, nous, on peut faire l'intégration des campagnes, la stratégie. Donc, on peut en fait pallier à ces manques aux besoins. Et puis, bon, on en a parlé, on a aussi quelques
quelques outils qui sont automatisés maintenant dans la recommandation de produits, tout ça. Ça vous permet de vous délester de ce travail-là. Il y a des solutions quand même, même si ça reste un bloquant pour certaines entreprises aujourd'hui. Et donc c'est vrai que c'est, je le dis et je me répète, mais la mise en place d'une solution entière qui permettra de personnaliser, c'est quand même un investissement de temps et d'argent et qui implique plusieurs départements. Donc, si vous voulez que ça fonctionne, faut vraiment impliquer du haut des échelons jusqu'en bas. Il faut que tout le monde prenne ce sujet comme priorité et que tout le monde se donne le temps et travaille main dans la main pour y arriver. Mmh. En complément de ce que tu présentes et un peu dans la même optique que précédemment, je vous partage un sondage sur votre droite, comme le précédent sondage. C'est un peu en fait, voilà, c'est pour savoir, où sont vos principaux enjeux, dans la mise en place de la personnalisation? Est-ce qu'on est plus, sur, comme l'expliquait Samuel, un manque de moyens, un manque de temps? Il vous manque de la donnée pour pouvoir exploiter correctement, cette personnalisation-là. Voilà, un peu voir, où sont vos points de douleur, on va dire, vos points de friction. Et comme l'expliquait Samuel, on Dialogue Insight est entièrement capable aussi de vous accompagner sur l'ensemble de ces enjeux-là. Donc, à voir ce qui peut répondre, à votre besoin. Mais en tout cas, voilà, c'est les principaux enjeux que l'on peut rencontrer, que l'on peut voir dans la mise en place d'une personnalisation. Donc, un petit sondage à droite. Mmh. N'hésitez pas d'ailleurs à, comme vous le disiez Samuel en début de webinar, si vous avez des questions, heu, n'hésitez surtout pas à nous les poser. Je sais pas si tu peux le relancer. Il n'y a pas eu beaucoup de réponses. Voilà, ça la réinitialise. Je peux pas relancer sans réinitialiser. J'ai vu qu'on avait un problème d'exploitation de données surtout principalement. Ouais, le classique. Donc juste pour corroborer ce que je disais pendant que les gens votent, et les entreprises qui aujourd'hui arrivent à surmonter les obstacles à la personnalisation, eh bien, ce sont celles qui s'attaquent à la fois aux défis technologiques et commerciaux. Donc c'est vraiment cette vision unifiée de vos équipes pour arriver à vos objectifs. Bon, bah, vraisemblablement, personne n'a de défi de personnalisation. Allez, j'avance. Avais-tu autre chose à ajouter Non, sur c'est ça? bon, Non, ça va. c'est bon pour moi. Donc, on va commencer sur les chiffres ou est-ce qu'on ouais, juste vite fait, on va passer quelques chiffres et puis après, s'il y a des questions. Difficulté à centraliser les données. Et tout à l'heure, on avait difficulté à exploiter la donnée, donc ça va. C'est assez révélateur. Donc voilà, une étude de Gartner justement, pour illustrer ce que je disais, révélait que 63 des responsables du marketing, numérique en fait, ont des difficultés, avec la personnalisation. Donc ça corrobore un peu ce que vous avez dit dans le sondage. 40 des spécialistes, justement, déclarent que leur plus grand défi, c'est le lien avec les technologies et donc l'acquisition de cette donnée, centralisation de la donnée et 34 d'entre eux étaient confrontés à une mauvaise qualité de données, donc ce qui rend le truc encore plus, compliqué. Hop, encore d'autres chiffres. Donc on a parlé beaucoup de notre point de vue de marketeur, mais j'essaie de marteler le fait que c'est aussi une demande, c'est une attente, des clients. Voilà, je sais pas si je vais toutes les lire, je vous laisserai peut-être les valider, puisque vous avez accès aux documents. Mais, c'est vraiment une attente aujourd'hui du client. Il s'attend à avoir une expérience, personnalisée. Ils sont prêts à donner leur consentement pour qu'on utilise la donnée, tant que ça leur apporte un bénéfice. Donc voilà, si on en prend quelques-unes, 67 des consommateurs pensent que c'est important que les marques, adaptent automatiquement leur contenu en fonction du contexte. Celles qui ne s'adaptent pas ont tendance à agacer
les consommateurs. Donc c'est vraiment, aujourd'hui, on s'attend à ça. Et c'est vrai qu'on peut le ressentir nous-mêmes quand on reçoit une com un peu générale, on se demande pourquoi. Et donc 80% des consommateurs sont enclins à effectuer un achat lorsque l'expérience est personnalisée. Donc toujours cette notion d'expérience et de personnalisation. Donc ça augmente les taux de conversion. 90% des consommateurs américains trouvent que le contenu de marketing personnalisé est plutôt ou très attrayant. Donc il y a vraiment une plus-value du côté perçue en tout cas du côté de vos clients. Donc c'est important de le garder en tête. 45% des consommateurs déclarent que la tactique personnalisée la plus cool qu'ils aient vue est celle qui consiste pour une marque à s'excuser pour une mauvaise expérience d'achat. C'est vrai qu'on a souvent tendance à éteindre un feu, hein, donc à résoudre une problématique, et une fois que c'est clos, hop, on passe à un sujet suivant et on espère qu'il y ait pas de plainte. Mais il y a vraiment une plus-value à rebondir sur une mauvaise expérience. Donc profitez-en pour reparler différemment à ce contact. Offrez-lui justement cette fameuse expérience unique. Et donc même il y aurait eu une insatisfaction au début, il y a moyen de le rattraper et de rebasculer ce client comme un client récurrent et plutôt positif en fait, hein, même le transformer en ambassadeur si on arrive à lui offrir quelque chose qui le convainc. Je sais pas s'il y a des questions, sinon je vais continuer à vous passer mes statistiques. Il reste que quelques minutes, mais en tout cas, n'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions, on y répondra sans souci avec plaisir. Donc aujourd'hui, 71% des consommateurs préfèrent les expériences personnalisées. 44% des clients iront voir ailleurs s'ils ne bénéficient pas d'une expérience personnalisée. Donc il y a vraiment un risque à shooter de manière générique sur les clients, sachant que peut-être qu'un compétiteur, lui, offrira une expérience un peu plus intéressante du point de vue du client. Et du coup, ici, on a vu celui des consommateurs et maintenant celui des professionnels, même si on a déjà vu quelques chiffres. Du coup, 99% des spécialistes du marketing affirment que la personnalisation contribue à faire progresser les relations avec les clients et 78% d'entre eux affirment qu'elle a un impact fort ou extrêmement fort. Donc, c'est pas juste les clients qui sont favorables à ces techniques, mais vraisemblablement vous l'êtes aussi. La personnalisation des messages est la première tactique utilisée aujourd'hui dans les actions de marketing, selon HubSpot. Et 78% des spécialistes du marketing affirment que l'email est le canal le plus personnalisé et probablement un des plus personnalisables aujourd'hui. Donc l'email n'est toujours pas mort, malgré sa mort annoncée il y a 25 ans. Et donc si on récapitule comment réussir votre personnalisation, eh ben, c'est trouver un outil qui soit le plus efficient et le plus facile à utiliser. Assurez-vous de collecter le maximum de données tant qu'elle est pertinente pour vous. Vous n'êtes pas obligé de centraliser toute la donnée dans la plateforme si vous n'en avez pas besoin, si vous ne voyez pas de use case pertinent. Ne polluez pas votre environnement de travail parce que ça pourra porter à confusion finalement plus que vous bénéficiez. Planifier, il y a une stratégie. Ça, j'en ai parlé plusieurs fois. Donc, travaillez en amont avant de vous lancer dans la plateforme, en tout cas dans certaines actions. Donc faites-le graduellement, commencez petit et ajoutez. Construisez sur ce que vous avez, sur ce que vous faites. Analysez, revenez en arrière un peu, améliorez, écoutez vos clients. Il y a plusieurs façons. Un client peut s'exprimer directement en répondant à un email via ses interactions, des plaintes. Écoutez-les et ajustez vos manières de communiquer en conséquence. Et donc voilà, optimisez le parcours de votre client. Réfléchissez toujours en parcours client. Cycle de vie, c'est la clé du succès. Et voilà, pile poil, 11h59. Il vous reste quelques secondes pour des questions si vous en avez. Sinon, bah, on va vous dire merci et à une prochaine fois. La présentation est disponible directement dans l'interface si vous le souhaitez. Merci Rémi.
Alors c'est tout. Merci beaucoup et excellente fin de journée. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.